Ma femme est partie avec un autre homme à la fin de sa vie, disant qu'elle devait s'occuper de lui. 3 jours après l'enterrement, elle est revenue en disant que j'avais toujours été l'amour de sa vie. Il y a des choses qu'on croit ne voir que dans les feuilletons. Mais j'ai vécu une scène que même le meilleur scénariste de drame n'oserait écrire. Et tout a commencé par une simple phrase, qui a détruit tout ce que je pensais savoir sur ma femme. Que mon ex-femme n'était pas une personne digne de confiance, je le savais déjà. Mais ses dernières actions ont confirmé que, en réalité, je ne l'ai jamais vraiment connue. Parfois, je ne sais pas si je dois m'inquiéter pour elle ou simplement rire de la manière totalement déformée dont elle perçoit la réalité. Je me suis marié avec Julita, une ancienne camarade de lycée. À l'époque, il ne s'était jamais rien passé entre nous, on se connaissait à peine. Mais des années plus tard, une fois adultes, nous nous sommes retrouvés lors d'une réunion d'anciens élèves. Ce soir-là, nous avons fini dans le même lit. Je peux dire que tout s'est passé naturellement, comme si nous étions destinés à nous retrouver au bon moment. Nous avons entamé une relation juste après ces retrouvailles et, 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. Quelque temps après, notre fille est née, une petite fille magnifique, sans doute la meilleure chose que cette relation m'a laissée. Notre mariage, du moins en apparence, semblait toujours stable. Nous travaillions tous les deux, nous nous soutenions mutuellement, et même si nous avions nos disputes comme tout couple, rien de vraiment grave ne s'était jamais produit. Nous étions une famille fonctionnelle. Je travaillais dans une entreprise de logistique, et Julita dans l'administration d'un laboratoire pharmaceutique. Je connaissais vaguement son environnement de travail au moins de vue, car je l'avais déjà accompagnée à quelques dîners, fêtes de fin d'année et événements d'entreprise. C'est lors de l'un de ces événements que j'ai vu Ramon pour la première fois. Ramon était son superviseur, un homme plus âgé, poli et discret. Son nom revenait parfois dans les conversations, comme quand elle disait « Ramon a dit que cette semaine allait être chargée ». Des choses comme ça. Mais tout a changé après l'anniversaire des 10 ans de notre fille. C'est à partir de cette période que j'ai commencé à remarquer un éloignement subtil mais perceptible. Julita a commencé à parler davantage de Ramon. Elle me racontait des choses qu'elle ne disait pas avant, comme le fait qu'il traversait une période difficile, qu'il était malade. Au début, je n'y ai pas prêté trop d'attention. Je me suis dit qu'il passait peut-être une phase stressante au travail ou un problème personnel. Mais un jour, Julita est rentrée à la maison avec une expression très sérieuse. Elle m'a demandé de m'asseoir et m'a annoncé que Ramon avait été diagnostiqué d'un cancer. Elle m'a expliqué qu'il se sentait mal depuis un certain temps, mais qu'il avait repoussé le moment d'aller chez le médecin. Et lorsque les examens ont été faits, le diagnostic était accablant. Selon les médecins, le cancer était à un stade avancé et, même s'il fallait encore faire d'autres examens, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Julita était visiblement bouleversée. Elle disait que ça lui faisait mal de voir un homme bon et travailleur traverser cela, qu'il ne méritait pas un tel destin. J'ai compris son inquiétude. Après tout, ils travaillaient ensemble depuis des années, passaient beaucoup d'heures par jour côte à côte. Je n'ai pas douté d'elle. Quand ils ont organisé une collecte pour aider à financer le traitement, j'ai même contribué et demandé de ses nouvelles. Cela me semblait la bonne chose à faire. Jamais je n'aurais imaginé qu'il pouvait y avoir quelque chose de plus derrière tout ça. Au fil des semaines, la situation de Ramon s'est aggravée. Julita m'a dit que les médecins avaient confirmé que le cancer était inopérable. Ils avaient proposé la chimiothérapie comme option, mais il avait refusé. Ramon n'avait pas de famille proche, il était divorcé, sans enfant. Il affrontait la fin de sa vie complètement seul. Un soir, Julita est rentrée en pleurs à la maison et s'est confiée à moi. Elle m'a serré fort dans ses bras et m'a dit que ça lui faisait mal de voir quelqu'un mourir sans personne à ses côtés. Elle disait que personne ne lui préparait de soupe, que personne ne lui demandait s'il avait besoin de quoi que ce soit. J'ai essayé de la consoler, je lui ai dit que je comprenais sa peine, mais qu'elle ne pouvait pas porter le poids du monde entier sur ses épaules. Elle n'a rien répondu, elle a juste pleuré. Aujourd'hui, avec ce que je sais, il est difficile de croire qu'il n'y avait déjà rien entre eux à ce moment-là. Je me suis posé cette question 1000 fois, quand cela a-t-il vraiment commencé? Était-ce avant la maladie? La maladie n'a-t-elle été qu'un prétexte parfait pour vivre ce qui existait déjà? Je ne le saurai jamais. Julita n'a jamais eu le courage de me dire la vérité. Tout ce que je sais, c'est que peu après cette nuit-là, tout s'est écroulé. Je suis rentré un jour comme les autres, avec l'envie de dîner en famille, de regarder un film avec ma fille. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti que quelque chose clochait.
La maison était silencieuse. J'ai appelé ma fille, mais personne n'a répondu. Je suis monté et j'ai trouvé Julita assise au bord du lit, une valise à côté d'elle. Les yeux gonflés, comme si elle avait pleuré pendant des heures. « Où est notre fille ?» ai-je demandé immédiatement. Julita a mis du temps à répondre. Finalement, elle a murmuré que notre fille était chez ses parents, qu'ils étaient venus la chercher cet après-midi-là parce que nous devions parler. Cette maudite phrase, on doit parler. Rien de bon ne suit jamais ça. Je suis resté là, debout devant elle, sans savoir à quoi m'attendre. Et puis elle a commencé son discours, que Ramon n'avait personne, que c'était injuste pour quelqu'un d'affronter la fin de sa vie complètement abandonnée, qu'elle ne supportait plus de le voir ainsi chaque jour au travail, sans personne vers qui se tourner. Je ne comprenais pas où elle voulait en venir, jusqu'à ce qu'elle le dise, sans détour. Je vais aller avec lui. Elle n'a même pas levé les yeux pour me regarder. Comment ça? Aller où? Ai-je demandé. Je vais vivre avec lui, a-t-elle répété, cette fois avec plus d'assurance. Je ne peux pas l'abandonner maintenant. J'étais sous le choc. Je n'ai pas su réagir. Il m'a fallu plusieurs secondes pour comprendre ce qu'elle venait de dire. Ma femme me quittait pour aller vivre avec son patron malade. Tu es sérieuse? Ai-je réussi à demander. Tu vas laisser tout ça? Ta fille? Moi? Julita s'est levée et a commencé à faire les 100 pas dans la chambre, nerveuse, mais déterminée. Je pense que le mieux serait que notre fille vienne avec moi, a-t-elle lâché soudainement. C'est là que quelque chose en moi s'est brisé. La colère m'a envahi. Je ne comprenais pas comment nous en étions arrivés là. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit. Dis-le clairement, Julita. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu m'abandonnes pour aller vivre avec Ramon? Non. A-t-elle crié, comme si l'idée même lui faisait mal. Je ne te quitte pas. Tu es l'amour de ma vie. Mais je dois être avec lui. Je veux juste que tu sois patient, que tu m'attendes, le temps que tout ça passe. À cet instant, j'ai su qu'il y avait bien plus que ce qu'elle me disait. Je n'avais jamais vu Julita se soucier de quelqu'un comme elle se souciait de cet homme. Même quand ma mère était malade, elle n'était pas aussi investie. Mais le pire, c'était d'entendre qu'elle voulait emmener notre fille avec elle. L'emmener pourquoi? Pour qu'elle soit témoin de sa nouvelle vie avec un autre homme. Pour vivre aux côtés d'un malade en phase terminale, comme si c'était un scénario de film tragique? Elle continuait à parler, enchaînant les excuses les unes après les autres, comme si ça allait réparer quoi que ce soit. Mais je l'ai coupé net. Écoute-moi bien, Julita. Rien de ce que tu diras maintenant ne changera quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous avez une liaison ou pas, mais ça n'a plus d'importance. Le simple fait que tu sois prête à détruire notre mariage pour ça, dit tout. Elle a essayé de répliquer, mais je ne l'ai pas laissé. Si tu veux aller avec lui, alors vas-y. Peu importe où. Mais quitte ma maison. Et oublie l'idée d'emmener notre fille pour être témoin de tes infidélités. C'est alors qu'elle a commencé à crier. Elle disait que je me trompais, qu'il ne s'était jamais rien passé de physique entre eux, qu'elle voulait juste être à ses côtés dans ces derniers instants. Je ne répondais plus. Je ne voulais pas de justification. Tout sonnait comme des mensonges. De la manipulation déguisée en compassion. La dispute a rapidement dégénéré. Des cris, des accusations, des rancunes jetées à la figure. J'ai compris que si je laissais la situation continuer comme ça, on finirait dans un divorce conflictuel avec une bataille juridique pour la garde de notre fille. Et c'était tout ce que je ne voulais pas. Pour elle. Pour notre petite. J'ai respiré profondément et je me suis forcé à rester calme. J'ai attendu quelques minutes que Julita se calme elle aussi et, quand l'ambiance est devenue un peu moins tendue, j'ai parlé aussi sereinement que possible. Julita, on ne peut plus continuer comme ça. C'est fini. Mais pensons à notre fille. Tu veux vraiment qu'elle grandisse en voyant ses parents se déchirer? Tu veux l'élever dans la maison d'un homme malade, entouré de médicaments, dans un environnement qu'elle ne comprend pas, avec quelqu'un qui n'est pas son père? Elle est restée silencieuse. Elle n'avait rien à répondre. Le mieux, ai-je poursuivi, c'est qu'on divorce. Tu peux vivre ta vie et faire ce que tu veux avec Ramon. Je n'interviendrai pas. Je te demande juste une chose, que notre fille reste avec moi. Je ne t'empêcherai pas de la voir. Elle pourra aller chez tes parents, passer du temps avec toi,
mais ne l'entraîne pas dans cette situation. Ne l'oblige pas à vivre quelque chose qui ne la concerne pas. Il lui a fallu du temps pour accepter. Au début, elle refusait. Elle disait que j'exagérais, qu'elle m'aimait et qu'elle ne ferait jamais de mal à notre fille. Mais avec le temps, et peut-être en réalisant que je ne céderais pas, elle a commencé à comprendre. Cette nuit-là même, elle est partie. Je suis allé chercher ma fille, qui ne comprenait pas encore très bien ce qui se passait. Je lui ai expliqué comme j'ai pu que papa et maman n'allaient plus vivre ensemble, mais que nous l'aimions très fort tous les deux, et qu'elle allait rester à la maison avec moi. Ce fut une conversation difficile, mais le plus important était qu'elle sache que ce n'était pas de sa faute. Et que tout irait bien. Les mois suivants ont été durs, mais pas autant que je l'aurais cru. Peut-être parce que je me suis concentré entièrement sur elle, l'école, les activités, garder la maison pleine de vie. Le processus de divorce a été plus rapide que prévu. Pas de dispute, pas d'avocat, pas de combat. Nous avons signé un accord raisonnable. J'ai gardé la maison et la garde principale de notre fille. Julita a gardé la voiture et avait le droit de la voir les week-ends, chez ses parents. Nous avons aussi partagé nos comptes bancaires. Mais j'ai insisté sur un point, je ne voulais pas que notre fille mette un pied chez Ramon. Et, heureusement, elle a accepté. Comme si une relation de plus de 12 ans ne s'était pas effondrée à ce moment-là. 6 mois après le début de toute cette histoire, nous étions déjà légalement séparés. Notre fille passait 2 week-ends par mois chez ses grands-parents, et c'est là que Julita la voyait. Pendant près d'1 an, j'ai vu Julita très rarement. Et les quelques fois où nous nous sommes croisés, c'était à cause de notre fille, réunion à l'école, anniversaire, ou une visite rapide chez ses parents. À ces occasions, elle essayait de paraître proche, comme si elle avait encore le droit de me demander comment j'allais ou de parler de sa vie. Je gardais mes distances. Je répondais seulement ce qui était nécessaire, rien de plus. De temps en temps, elle parlait de Ramon. Elle disait qu'il était faible, qu'il ne travaillait plus, qu'il y avait des jours où il ne quittait même pas son lit, comme si j'avais besoin de savoir. Comme si ça m'intéressait. Je ne lui ai jamais posé de questions à son sujet. Je n'ai jamais prononcé son nom. Mais elle trouvait toujours un moyen de le glisser dans la conversation. Au fond, je crois qu'elle voulait que je comprenne son sacrifice. Elle voulait se faire passer pour une héroïne. Quelqu'un qui avait tout quitté pour s'occuper d'un homme condamné. Mais rien de tout ça ne m'ébranlait. Parce que, peu importe la manière dont elle tentait de peindre l'histoire sous un jour noble, la vérité était simple, elle m'avait menti, m'avait trahi, et avait abandonné sa propre famille pour un autre homme. Notre fille, heureusement, semblait bien s'adapter. À la maison, je la voyais heureuse, joyeuse, et je faisais tout pour qu'elle se sente en sécurité. La relation entre elles a été maintenue, même si un peu distante. Julita n'a jamais demandé plus de temps avec sa fille, n'a jamais exigé de l'emmener ou de passer des journées seules avec elle. Pendant ce temps, Ramon s'éteignait lentement. C'était le seul point clair dans une histoire que je préférais ignorer. D'après ce que Julita laissait échapper, il ne sortait plus de chez lui. Il était très affaibli, ce n'était qu'une question de temps. Mais elle restait avec lui. Je ne sais pas si c'était par amour ou par culpabilité. Peut-être qu'elle se sentait piégée par sa propre décision. Tout est resté comme ça pendant un bon moment. Les visites étaient brèves, les conversations courtes. Jusqu'à ce qu'un samedi après-midi, alors que Julita était censée être avec notre fille chez ses parents, elle est apparue à ma porte. Pendant un instant, mon cœur s'est presque arrêté. J'ai imaginé le pire, qu'il soit arrivé quelque chose à notre fille. Un accident, une maladie, je ne sais pas. Mais non. Julita m'a dit qu'elle devait me parler. Que c'était urgent. Je l'ai laissée entrer. Naïf que j'étais, pensant que Julita était encore capable de dire quelque chose de sensé, d'agir en adulte. Elle s'est assise sur le canapé du salon et, sans détour, a commencé à parler de Ramon. Elle m'a dit qu'il lui restait, au maximum, quelques mois à vivre. J'ai levé la main et je l'ai interrompu net. Pas besoin de tourner autour du pot. Dis-moi ce que tu veux, que je puisse continuer ma journée en paix. Elle a froncé les sourcils. Pendant un instant, elle a semblé offensée. Puis elle est restée silencieuse, comme si elle réfléchissait à mes mots. Finalement, elle a dit. Je suis venu te dire ça. Que la fin approche pour Ramon. Et je veux que tu comprennes bien ce que je t'ai déjà dit, tu es l'amour de ma vie. Ma famille, c'est ce qui compte le plus.
Ce que j'ai vécu avec Ramon, c'était quelque chose que je devais faire. J'ai accepté le divorce seulement pour éviter plus de problèmes avec notre fille. Mais ce n'est pas ce que je veux pour ma vie. Je la regardais, incrédule. Qu'est-ce qu'elle essayait de me dire, bon sang? Mais elle a continué, comme si tout était parfaitement normal. Je comprends que tu veuilles faire le fier. Que tu penses devoir me punir. Mais je crois qu'on sait tous les deux que tout ça n'est qu'une phase. Et c'est pour ça que je suis là, pour qu'on commence à reconstruire notre avenir. Elle avait à peine terminé cette phrase que j'étais déjà prêt à lui dire qu'elle avait perdu la tête. Mais avant que je ne puisse parler, elle s'est levée et s'est dirigée vers la porte. Tu n'as rien besoin de dire. J'ai dit ce que j'avais à dire, puis elle est partie. Je suis resté debout dans le salon, sans savoir si je devais rire ou m'inquiéter. Après quelques secondes, je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai éclaté de rire. Julita pensait vraiment qu'on allait se remettre ensemble, après tout ce qu'elle avait fait. Et visiblement, oui. Elle y croyait. Environ 5 semaines plus tard, j'ai reçu un message d'elle. Cette semaine, je ne pourrai pas voir notre fille. Je crois que la fin est proche pour Ramon. 2 jours plus tard, un autre message. Il est décédé cette nuit. C'est tout? Froid, direct, presque comme une notification automatique. Et 3 jours après, elle s'est présentée de nouveau à ma porte. Cette fois, avec une valise à la main. Le corps de Ramon devait encore être tiède au cimetière qu'elle était déjà de retour. Je ne l'ai pas laissé entrer. J'ai ouvert juste assez la porte pour la voir. Je suis resté ferme sur le seuil et j'ai dit directement. Si tu veux voir notre fille, ce sera le week-end prochain, comme d'habitude. Elle a forcé un faux sourire du genre que je connaissais trop bien. Je veux juste parler un instant, a-t-elle répondu. J'ai regardé sa valise. Elle a remarqué mon geste et a vite dit. Ne t'inquiète pas pour ça. Je déménage, mais c'est essentiel qu'on parle. Je me doutais déjà de ce qui allait suivre et, pourtant, je n'ai pas pu résister à la curiosité. Allait-elle vraiment essayer de revenir vers moi juste après avoir enterré son amant? Je n'ai rien dit. Je n'ai pas fermé la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer non plus. Elle a semblé comprendre qu'elle n'obtiendrait pas plus, alors, sans attendre d'invitation, elle a enlevé son manteau. Il faisait un froid glacial, de ceux qui vous coupent le visage, mais elle disait avoir chaud. Elle portait une robe décolletée et était maquillée comme pour un rendez-vous, mais elle grelottait, ce qui m'a fait plus rire qu'autre chose. Elle a commencé à parler. Elle a dit que, comme elle me l'avait déjà expliqué, tout cela avait été une phase qui était maintenant terminée, que cela ne servait à rien de prolonger le conflit, que si je voulais être en colère contre elle, elle comprenait, qu'elle acceptait même une partie de ma colère. Elle n'arrêtait pas de parler. Elle a dit qu'elle était en paix avec elle-même parce qu'elle avait fait ce qu'elle croyait juste, mais que maintenant, il était temps de réunir la famille, qu'on ne devait pas élever notre fille dans un foyer divisé, surtout si on s'aimait encore. C'est là que j'ai compris que j'en avais entendu assez. Écoute, femme, ai-je dit sans hausser la voix. Je ne t'aime pas. Je te méprise. Je trouve ridicule tout ce numéro de sacrifice héroïque, cette posture de sainte qui a tout quitté pour s'occuper de son autre cas. Je suis heureux que tu sois sortie de ma vie. Malheureusement, comme tu es la mère de ma fille, on devra encore se parler. Mais si ce n'était pas pour ça, j'aurais déjà demandé une ordonnance restrictive contre toi. Et si tu reviens ici pour ce genre de choses, je vais vraiment en demander une. Elle est restée figée. Et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai refermé la porte sur elle. Je suis monté directement voir ma fille. Je ne voulais pas qu'elle entende les absurdités que sa mère racontait. Elle n'avait pas besoin de cette image. Dans les semaines suivantes, d'après ce que ma fille m'a raconté, Julita vivait de nouveau chez ses parents et lui disait des choses comme « Convainc ton père, dis-lui qu'il doit me pardonner. » Comme si une fillette de 11 ans était la messagère de sa rédemption. Mais ma fille n'est pas idiote. Elle a du caractère. Lors d'une de ses visites, elle a répondu à sa mère. « Papa ne veut plus de toi parce que tu as été infidèle. » Julita n'a plus jamais tenté quoi que ce soit depuis. Je m'efforce de beaucoup discuter avec ma fille, pour m'assurer que sa mère ne tente pas de la manipuler ou de lui retourner la tête. Et sincèrement, je sens que je fais ce qu'il faut. Je l'élève avec la vérité, sans poison, mais sans masque non plus. Et elle, qui va bientôt avoir 12 ans, a déjà tout compris bien mieux que beaucoup d'adultes. Parfois, elle vient me voir,
me serre dans ses bras et dit. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais prendre soin de toi. Est-ce que je pourrais espérer une meilleure défense que ça? Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire montre que certaines personnes ne réalisent la valeur de ce qu'elles ont que lorsqu'elles le perdent. Le narrateur est resté ferme, a mis sa fille en priorité et a respecté ses principes. Julita a fait ses choix, et maintenant elle doit en assumer les conséquences. Et vous, qu'auriez-vous fait dans une situation pareille? Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine!